médecin aussi. Et puis j'aurais bien aimé chanter. Mais chanter à l'époque, vous savez, c'était pas The Voice. Quand je suis née en 62, donc on ne disait pas qu'on allait faire chanteuse. Donc bon, je ne le disais pas trop. Par contre, être enseignante, ça c'était quelque chose qui me tenait mais vraiment à cœur. Je voulais absolument faire ça. Donc je suis allée à Clermont-Ferrand à l'université. J'ai passé un DUG, une licence, une maîtrise d'anglais. Et puis après, j'ai passé le CAPES et le PLP2. Le PLP2, c'est pour enseigner langue technique. Donc j'ai commencé à faire des remplacements un peu partout en Auvergne. Et pendant 3-4 ans, j'ai fait ça. Et c'était vraiment tout ce que j'aimais le plus au monde, quoi. Et puis ensuite, j'ai enseigné le français en Angleterre, en Écosse, en Irlande. Et quand je suis revenue, c'était difficile d'avoir des postes à plein temps en France, pour moi en tout cas. Et j'ai changé un petit peu d'orientation, c'était un petit peu différent. J'ai fait de la formation professionnelle, mais dans une entreprise qui s'occupait des jeunes de 18-25 ans, donc il fallait les réorienter professionnellement, leur donner un profil d'adéquation poste, les placer en entreprise. Et là, je me suis formée moi-même à de nouvelles techniques. Alors le management, la communication, la PNL, l'analyse transactionnelle, toutes ces choses qui font qu'on se connaît mieux de l'intérieur, on peut mieux aider les autres à se connaître. Voilà. Et ensuite, je suis partie à Toulouse. Je suis arrivée à Toulouse en 1991 et je suis devenue chef de projet à la sécurité sociale en communication et développement personnel. Donc là, j'avais un métier, pareil, très sérieux, très carré, très cartésien. Je formais des cadres toute la journée. C'est moi qui gérais le cours de cadre. Donc, je m'occupais de la formation des cadres que vous avez à la CAF, à la CPAM, à l'URSSAF, à la CRAM. Donc je les formais en communication, développement personnel, même chose. Alors des choses sur l'intérieur, ce qu'on ressent, comment on vit les choses, surtout à la CAF, à l'URSSAF, quand même ils sont pas mal agressés en tant qu'agent d'accueil souvent. Donc je leur donnais beaucoup d'outils pour se sentir mieux. Et donc j'ai fait ça de 91 à 2003. Mais machine de la vie, en 1995, en rentrant du travail, voilà. Je sors du travail, d'une conférence comme ça, avec des cadres. Je venais de faire un cours de conscience de soi, connaissance de soi. Voilà. Je rentre chez moi tranquillement et, comme tous les soirs, après une bonne journée de formation, je me suis dit, tiens, je vais me récompenser un peu. Je vais faire un bon petit poisson sauce à l'eau douce et tout. Je vais dans la cuisine, je commence à cuisiner. Et puis, je sais pas, quand on est enseignant, on a toujours quelque chose dans la tête. Je me dis, tiens, demain, il faut que je leur fasse tel et tel exercice avec cadres et tout ça. Je prends un stylo, une feuille de papier et je commence à marquer des exercices pour le lendemain, des jeux de rôle, tout ça. Et ma main, c'est comme s'il y avait une main invisible qui commençait à écrire. Alors, je me suis dit, tiens, c'est bizarre et tout. Je me suis pas inquiétée, je trouve ça marrant. Et ça a écrit en écriture automatique. Et la première chose qui m'a été donnée en écriture automatique, c'était cette phrase, sais-tu qui tu es? Alors, pour quelqu'un qui fait du développement personnel, c'était rigolo, quoi. J'ai dit oui, voilà, je m'appelle. Mais non, c'est pas ça. Sais-tu qui tu es? Tu es Sunbird, tu es l'oiseau de Dieu, tu es mon oiseau. Allume une bougie, je vais te dessiner. Alors là, je me suis dit, c'est trop bien, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est quoi? Alors, je suis allée vite dans ma chambre, j'ai pris une bougie, je l'ai posée sur ma table de nuit, sur une plaque de verre, parce que j'avais une table de nuit, si vous voulez, c'est Pierre Imbord, c'était Pierre Imbord en retard avec une plaque de verre. Je pose la bougie, je l'allume, bon, j'étais un peu fébrile et excitée en même temps, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Et j'allume cette bougie et j'attends. Et là, il y a un parfum de rose partout dans la pièce. Vraiment comme si j'étais dans une roseraie. Et j'ai senti des souffles sur moi, vous savez, mais très, très, très. Je sais pas comment dire, c'est inexplicable, tellement c'est agréable et tout. Et puis la bougie, en fondant, elle a commencé à dessiner une colombe. Donc Sunbird, comme pour ceux qu'on voit en anglais, l'oiseau du soleil, la colombe. Et à chaque fois que j'allumais une bougie, après, ça se transformait en colombe. Magique. Après, 2 jours après, on me dit, pareil, par écriture automatique, va à ta fenêtre, on va te faire la fête des nuages cotonneux et des oiseaux rieurs. C'est joli, hein? J'ouvre la fenêtre, j'attends comme une enfant. Moi, j'attendais le Père Noël, c'était pareil. Ça me mettait dans un état, j'étais trop contente, quoi. Et là, il y a plein d'oiseaux de toutes les couleurs qui sont venus tournoyer devant moi. C'était merveilleux, quoi. Et puis, plein de messages dans mes oreilles qui me disaient, tu es Sunbird, tu es l'oiseau de Dieu, voilà, toujours pareil. Et 2 jours après encore, on me dit, on va te dessiner ta vie céleste. Pareil, je rentre chez moi, c'était incroyable, chaque fois que je rentrais chez moi, parce que je me disais,
mais je vais avoir des trucs magiques. Moi j'adore la magie, donc je me dis ça va être génial quoi. Alors, c'est quoi ma boule céleste? Et pendant 3 jours j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Et un jour, j'ouvre ma fenêtre comme ça, et qu'est-ce que je vois sur le carreau de la fenêtre? Une forme d'ellipse comme ça. Comme si c'était soufflé dans le verre, et à l'intérieur, la colombe dessinée. Alors, j'ai dit c'est fabuleux quoi. Et après j'ai reçu d'autres messages qui me disaient, dans toutes tes vies antérieures, tu as soigné les gens, tu les as aidés, donc ce que tu vas recevoir aujourd'hui, c'est un acquis de vie antérieure. Et si tu veux bien, parce qu'on n'est pas obligé non plus, si tu veux bien reprendre ça et aider les autres, soigne-les, aide-les, et on chantera ton nom. Et toujours on me disait, tu es mon or, l'or, vous voyez, l'or, la spiritualité, tout ça. Que des belles phrases, des choses magnifiques. Quoi. Donc moi qui suis littéraire, vraiment j'étais fascinée. Quoi. Et quelques temps après, un autre message qui me dit, dans 2 ans, tu auras une petite fille autiste. Et moi, l'autisme, franchement, même si j'étais enseignante, j'ai passé des diplômes, tout ça, en 95, j'avais aucune idée de ce qu'était l'autisme. Rien. Et alors, qu'est-ce que je fais? J'étais entourée que de médecins, parce que là où j'habitais, c'est comme une cité, enfin c'est pas une cité, c'est un endroit très joli, mais c'était réservé aux médecins. Donc il y avait des anesthésistes, des chirurgiens, toutes les catégories professionnelles, des chirurgiens, des vétérinaires, tout ça. Et je reçois ce message, et en plus c'était mes potes. Moi j'ai jamais eu, si vous voulez, comme je voulais être médecin en plus, dans mon 2e vœu, j'ai jamais eu d'animosité envers la médecine, ou de me dire oh c'est pas bon tout ça, j'ai jamais eu ça en moi. Donc je vais les voir, je leur dis voilà, j'ai reçu ce message, un peu avec la peur au ventre, parce qu'on a peur qu'on vous dise ça va pas bien, t'as trop fumé ou quoi, qu'est-ce que t'as fait? Et ils me disent mais nous l'autisme, on ne l'a jamais expliqué en médecine. Je parle encore en 95, on ne sait pas ce que c'est encore. On a une vague idée, on sait que c'est des enfants qui sont coupés d'eux-mêmes, on sait qu'ils ont un problème de relation avec l'extérieur, on sait qu'ils sont un petit peu dans leur bulle, mais pas plus que ça. Quoi. Donc je suis restée avec ça, voilà. J'ai pris le dictionnaire, le petit Larousse, on parlait de troubles morbides du comportement liés à la schizophrénie, enfin ça faisait un peu peur quand même, mais moi je me suis dit si je reçois ce message et que je suis choisie pour aider, bah, je vais le faire. Voilà. Donc je l'ai accueilli vraiment avec beaucoup de plaisir quoi, ce message, sachant pas vraiment tout ce qui allait se passer, puisque je ne savais pas ce que c'était que l'autisme. Et quand vous demandez ça à la télé, enfin, aux autres, dans les journaux, partout, on vous dira à cette époque-là, on ne savait pas ce que c'était. Et voilà, je commence à soigner mes voisins, donc des médecins en fait, à les soigner. Alors, c'était les troubles physiques que je soignais à l'époque. Surtout quand il s'était fait mal, il s'était fait mal une épaule, quelque part, c'était les douleurs. Voilà. J'imposais les mains et ça marchait tout de suite. Et puis petit à petit, ça s'est développé. Je suis devenue médium. Et là, alors là, c'était beaucoup plus fort. C'est-à-dire, en tant que médium, on m'a donné plein de choses, mais ça a été progressif. C'est un peu comme des bons points à l'école. Si tu as bien travaillé, on t'en donne un peu plus. Si tu as accepté le truc et que tu as bien sauvé des gens qui étaient très malades, tu leur as redonné la voix, on t'en donne encore un peu plus. En fait, on est récompensé, enfin moi c'est mon parcours en tout cas. À chaque fois que je l'ai donné, à chaque fois que je l'ai soigné, à chaque fois que j'ai guidé et que j'ai accepté le truc, on m'a donné de plus en plus de pouvoir. Voilà, ça s'est passé comme ça, un peu à la récompense. Voilà. Et petit à petit, eh bien, j'ai soigné de plus en plus, je suis devenue médium de plus en plus. Alors, en tant que médium, ce qui est intéressant, c'est que moi en tout cas, on me donne absolument tout quand je soigne quelqu'un. C'est comme un GPS, un immense GPS là-haut. Ils savent tout sur tout, c'est comme une IRM quand je vois quelqu'un. Voilà. Moi, si je vous regarde vous comme ça, personnellement, je ne vais rien savoir sur vous du tout. Mais rien du tout. Je n'ai pas de flash, je n'ai absolument aucune intuition sur ce que vous pouvez être. Par contre, dès que je me connecte, paf, je sais absolument tout. Parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour les médecins, c'est pour ça que moi, à chaque fois, je suis heureuse quand il y a des médecins. Je suis heureuse aussi quand je vais à Diagora, à la Bêche, où il y avait une formation, un salon, autrefois, il y a eu 10 000 personnes, on est un truc énorme, 10 000 personnes. Et parmi les gens qui ont fait des conférences, il y avait plein de médecins. Mais c'est la première fois. Souvent, les médecins nous regardaient un peu comme des yeux perdus. Et maintenant, ils ont cette approche quand même de venir à la spiritualité, parce qu'on est au XXIe siècle, parce que c'est l'ère de la spiritualité, malgré la ascétique, et parce qu'il y a une urgence aussi de changer, parce qu'il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont négatives dans le monde. On ne va pas retracer tout ce qui s'est passé ces derniers mois au niveau des attentats, mais c'est quand même assez catastrophique. Donc il y a quand même toute cette nappe de fond de gens
aider avec l'hypnose, par exemple. Vous avez des naturopathes, ça ne se voyait pas ça avant. En même temps, par exemple, vous avez le docteur Charbonnier, je ne sais pas si vous avez entendu parler, à Toulouse, qui lui va reprendre les travaux du docteur Moody, qui existe depuis 50 ans aux États-Unis, et qui travaille sur la NDE, alors Near Death Experience, ça veut dire l'approche de la vie après la vie, c'est quand les gens tombent dans le coma et qui sont en mort clinique. Donc il va étudier comment les gens vont être émotionnellement, tout ça quand ils sont dans le coma, parce qu'on se rend compte que c'est pas une mort, qu'il y a quelque chose qui se passe, et même lui, il fait appel à des médiums maintenant. C'est-à-dire que, comme moi, par exemple, quand on m'appelle d'un hôpital pour me dire qu'il y a quelqu'un dans le coma, est-ce que tu peux aider cette personne à sortir du coma? Non seulement je vais avec j'ai aucun ego par rapport à ça, on est bien d'accord. Je vais avec l'aide divine. Je vais sortir cette personne du coma, si c'est son chemin de vie, si c'est autorisé. Et en même temps, je vais pouvoir communiquer avec cette personne pendant qu'elle est dans le coma. Et la rassurer. Parce que le coma, ça peut être super, comme ça peut être très effrayant pour quelqu'un. On ne sait pas, hein, ça dépend des gens. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que moi j'aime bien cette notion de rassembler tout ce qui est scientifique avec tout ce qui est spirituel, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont aussi spirituels, et je pense qu'il faut arrêter de diviser pour mieux régner, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Voilà. Alors pour en revenir au sujet, en 1997, ma fille Lily, donc elle m'a donné son prénom aussi avant de naître. Elle m'a dit j'aimerais m'appeler Lily, parce que Lily c'est la pureté, c'est le lys en anglais. Et voilà, elle est née en 97, en juin 97, autiste, effectivement. Et alors les premiers signes qu'on a vus, qu'on voyait qu'elle était autiste, c'est qu'elle fixait les lumières, les bruits moteurs, ça l'interpellait très très fort. Après, elle n'a pas essayé de marcher tout de suite, elle a marché qu'à 17 mois. Mais coquine, parce que avant 17 mois, elle était un peu dans le quatre-pattes, elle ne voulait pas trop se lever. Et un jour, elle m'a dit chez un spécialiste à Purpan qui n'était pas du tout agréable. Je lui ai dit, toi, si tu marches pas, attention, on va t'opérer. Le lendemain, elle marchait. Incroyable. Je te jure que c'est vrai. Et donc, elle a marché un tout petit peu tard, mais pas si tard, 17 mois, c'est pas bien grave. Par contre, elle n'a pas développé le langage. Que des babillements, que des choses comme ça. Alors, fascinée par les outils, les perceuses, les bruits, les portes. Elle faisait claquer les portes. 50 fois dans la journée, comme ça, elle riait aux éclats. Ça faisait rire. Une enfant très joyeuse, très coquine, très espiègle, avec un fort caractère, parce que les autistes, souvent, c'est affirmé, vous voyez. C'est très affirmé, je crois qu'il y en a qui vont pas dire le contraire. Et dans ses premières années de vie, qu'est-ce qui se passait? Elle était, on va pas dire qu'elle était comme tout le monde, évidemment, elle avait des stéréotypies, mais c'est une enfant qui voulait aller dans le groupe. On sentait que quand on allait à la plage, par exemple, elle voulait toujours rejoindre les autres enfants. Elle voulait aller dans les familles, elle s'asseyait sur les genoux des mamans. Comme ça, elle débarquait à la plage, tout embarrassée, elle s'asseyait, elle prenait le sandwich de caca, elle mangeait. Donc ça faisait rire tout le monde, parce qu'elle était pitchoune et puis qu'elle était mignonne, et tout le monde. Voilà. Donc pendant quelques années, ça a été comme ça. Et puis, petit à petit, elle a montré aussi, quand on passait dans les écoles, elle voyait les gens dans la récréation, elle montrait qu'elle voulait y être. Voilà. Mais pour être à l'école quand on est autiste, pas facile, vous voyez. Donc bon, on s'est renseigné petit à petit, tout ça, et il y avait une crèche à Grenade qui a bien voulu l'accueillir. Donc elle était toute contente, c'était un peu la petite reine au milieu des autres à la crèche, mais il a fallu qu'elle fasse ses vaccins, parce que obligé, quand on va dans une crèche ou dans une communauté, voilà, on est obligé de passer par les vaccins. Et on lui a fait faire un vaccin du BCG. Et le vaccin du BCG, ça l'a fait convulser, elle est tombée dans le coma. Parce que, alors c'est pas encore une fois contre les vaccins en général, parce que nous on a été vaccinés, on n'a jamais eu quoi que ce soit. Mais certains types d'autisme, ou certains types de maladies qui sont déjà avec un terrain fragile, vous le voyez avec l'hépatite B par exemple, ça n'a pas été démontré à 100%, mais on sait que ça peut créer la sclérose en plaques. Bon, et bien, au niveau de l'autisme, c'est très fréquent que les enfants autistes, parce qu'ils sont allergiques aux métaux lourds, parce qu'ils sont allergiques à l'aluminium, le vivent très très mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe dans le coma. Il y a les ambulances qui l'amènent à Purpan. À Purpan, elle va en réanimation. On sait qu'elle est autiste, puisque nous, on le sait depuis longtemps qu'elle est autiste. Elle va à la crèche en tant qu'autiste. Elle est accueillie en tant qu'enfant handicapé autiste. Il n'y a aucun souci. Sauf que là-bas, on tombe dans un système
qui est comme ça. C'est pas comme aux États-Unis où quand on est autiste, ben, on vous met dans une école ABA, on vous donne des structures et voilà. Là, on appelle tout de suite la psychiatre. Voilà. Autisme égale psychiatrie. Donc elle est toute petite hein, quand même, elle a 4 ans. Déjà la psychiatrie. Moi, je m'insurge en tant que maman, je m'insurge en tant que thérapeute, je m'insurge en tant qu'enseignante. Ma fille en psychiatrie a 4 ans, mais ça va pas bien. Et quand même, on vous dit, mais non, mais ne vous inquiétez pas, on va juste la mettre à la petite maison. Voilà, avec le compte des papillons. Ok, c'est pas bien méchant, oh, la petite maison, les papillons. Sauf que les papillons, quand on voit les papillons, on dit, voilà, où est-ce qu'elle est tombée, ma fille là? C'est pas marrant, quoi. Elle qui a l'habitude d'être au milieu des petits-enfants, voilà, là, on trouve des enfants de tous les âges. Et puis de toutes les pathologies mélangées, comme ça. Donc, quand même, je résiste, je dis, je veux qu'elle continue à la crèche. Elle continue. Et grâce aux dames de la crèche, elle nous a dit que l'école Montessori. Vous savez ce que c'est que l'école Montessori? Donc, c'est des écoles quand même qui ont une forme de, je dirais pas de spiritualité, mais presque quand même, puisqu'on accueille l'enfant tel qu'il est, sans jugement. Normalement, on le met au milieu des autres. C'est comme une classe unique où l'enfant est quand même bien considéré, on lui donne sa chance, on le cocoon, c'est vraiment très bien quoi. Et là pendant 2 ans, elle va être à l'école Montessori au milieu des enfants normaux et avec une assistante qui va la suivre. Voilà. Et elle va faire des progrès, mais vraiment super. C'est-à-dire qu'elle va apprendre à s'habiller, elle va apprendre à mettre son manteau, à mettre ses chaussures, elle va apprendre aussi les choses de la vie quotidienne, parce qu'ils font ça dans les écoles Montessori, apprendre à nettoyer la table, apprendre à servir la table, apprendre à nettoyer par terre, apprendre la vie, voilà. Elle y reste 2 ans, et ensuite, faute de place, parce qu'il n'y avait plus d'assistante, on se retrouve coincé, on ne veut toujours pas qu'elle aille en psychiatrie, et on la met à l'école du village. Donc à l'école du village, elle se retrouve avec plein de petits copains de son âge, ça se passe super bien. C'est la reine. Tous les enfants, quand elle arrive, lui disent oh Lily, et puis ils la chantent et tout ça. Elle est une super maîtresse, une AVS qui est très gentille, un autre qui est pareil, très gentil aussi, mais pas formé. Ils sont absolument pas formés à l'autisme, ils savent même pas ce que c'est. Les maîtresses non plus. Alors je fais passer des papiers, j'explique tout ça. La première année, ça se passe à peu près bien, on la tolère. Voilà, malgré sa différence, on la tolère. La deuxième année, par contre, on commence à dire ah oui, mais elle ne sait pas parler, elle n'est pas capable d'apprendre à lire et à écrire, elle n'est pas capable de ceci et de cela, ça nous dérange, ça pose problème. Et là, manque de chance, la loi qui oblige l'éducation nationale à garder les handicapés à l'école n'est pas encore passée à ce moment-là. Elle est passée en 2002 ou 3 ou 4, je ne sais plus. Enfin, elle n'est pas encore passée à l'époque où Lily est à l'école en maternelle. Et voilà, donc il y a un conseil un peu qui se fait sans nous, évidemment, entre la directrice de l'école, la maîtresse, l'inspectrice d'académie et la psychiatre. Et là, on décide de l'interner en psychiatrie. Alors qu'elle n'a rien fait. Elle va bien, elle n'a jamais dérangé, elle est rayonnante, voilà. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je jure, je hors de question que ma fille aille en psychiatrie. Donc je fais appel, je demande à passer devant une commission. Je passe devant une commission, il y a 28 personnes. Alors vous rentrez là-dedans, c'est comme un tribunal. Il n'y a pas qui vous dit bonjour, vous ne savez même pas qui c'est. Alors il y a des petits trucs sur les tables. Heureusement, je me dis, ah, tiens, il y a marqué sécurité sociale et un qui était éducation nationale. Je me suis dit, bon, quand même, j'ai mis 2 cartes, j'ai travaillé à l'éducation nationale, à la sécurité sociale, on va me défendre, on va la défendre. Rien. Parce qu'il y a cette inspectrice d'académie qui terrorise tout le monde, qui dit qu'une enfant comme la mienne n'a rien à faire à l'école, que ça sera un fardeau. Et on l'interne en psychiatrie pour de bon. Voilà. Alors, ce qui est tellement détestable en plus du choc et de la violence qu'on peut ressentir, avoir son enfant interné dans un hôpital de jour, à moi ça, que c'était dans un hôpital insalubre en plus, où normalement ils n'ont même pas le droit de mettre des enfants. Alors moi je fais passer un conseil pour voir si c'est normal qu'il y ait du salpêtre partout, que ce soit dégoûtant, quoi, les murs, tout ça. Déjà je dérange évidemment, mais le directeur de l'hôpital de Montauban, très à l'écoute, fait passer une commission. Et il sera décidé quelques années après qu'ils vont construire un nouvel hôpital justement pour sortir les enfants de ça. Mais ça sera dans 2 ans. Donc ma fille, pour le moment, elle reste là-dedans. Et alors quand elle est là-dedans, elle est avec des enfants, mais de tout âge. Elle a 6 ans, elle est avec des enfants de 14 ans qui se battent, c'est un coup de... Alors je peux vous dire qu'en psychiatrie, quand vous rentrez là-dedans, vous reculez de 3 mètres. Parce qu'ils se battent, ils se cognent au mur, ils sont devant vous, ils se mettent à hurler, on s'approche un peu, on se prend des coups, tout ça. Mais je dis, mais c'est pas possible, quoi. Et on vous l'apprend quand même, mais on
on la déscolarise et on ne la prend que 2 fois 2 heures par semaine. Alors ça, si c'est pas une honte, déscolariser un enfant déjà, c'est quand même lui enlever toute chance d'évolution. Parce que c'est un peu même à l'école qu'on va se former, qu'on va avoir une vie sociale, qu'on va avoir des copains, qu'on va apprendre. Et être déscolarisé déjà, pour moi, c'est la pire des insultes en tant qu'enseignante, c'est ce qu'on a pu me faire, et en tant que maman. Mais en plus, lui proposer 2 fois 2 heures par semaine, qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Alors moi, déjà, j'ai perdu mon emploi, parce que je veux pas être cadre, 4 heures, enfin, je veux dire, quand on est cadre, on est cadre. Non, on ne va pas être absent les 3/4 du temps. Et dire, bah, moi, je ne peux pas, excusez-moi, là, j'ai ma fille sur les bras parce qu'on la prend que 4 heures par semaine. Donc j'ai perdu mon emploi. Il a fallu que je négocie mon licenciement parce qu'on ne voulait pas me laisser partir là où j'étais. Parce qu'ils étaient contents de mon travail, moi aussi. Donc ça a été dur de partir de là. Il a fallu passer devant encore la team du travail, faire semblant d'être malade, d'être voilà, un peu, et qu'il fallait que je rentre chez moi. Parce qu'on ne voulait pas admettre que je rentrais chez moi pour aider ma fille. Pour que je puisse toucher, si vous voulez, des indemnités de chômage, il fallait que je dise que j'étais malade moi. Mais moi, je n'étais pas malade, j'avais rien du tout. Donc il a fallu monter un dossier, pas possible, pour que, encore une fois, je sois marquée inapte et qu'après, on puisse me laisser tranquille. Alors, imaginez le parcours du combattant déjà d'un parent enfantiste. On vous enlève tout et on met votre enfant en psychiatrie. En psychiatrie, qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Elle régresse, elle tourne en rond, voilà. Elle monte les escaliers, un escalier gigantesque, elle monte, elle descend toute la journée. Elle ne mange pas, elle n'a jamais mangé, elle n'a jamais pris un repas en psychiatrie. Elle a toujours refusé de manger, tellement elle y était malade. Elle avait un tout petit peu d'épilepsie avant d'y être, mais du fait d'y être immergée là-dedans, c'est monté jusqu'à 7 crises d'épilepsie par semaine. Voilà. Donc moi, je testais, je voulais qu'elle aille ailleurs. Je pensais, naïvement, que si elle quittait la psychiatrie pour aller au moins en institut médico-éducatif, ça allait changer. Mais c'était la même psychiatre qui gérait les 2 trucs. Donc elle a continué en IME, comme elle était non-verbale, comme elle était en autodestruction puisqu'on l'avait mise dans un environnement totalement toxique pour elle, comme elle ne parlait pas, on l'a mis avec tout ce qui avait plus bas, et avec des enfants, encore une fois, très violents. Donc qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques années? Elle est devenue très 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 violente. Ça veut dire que quand elle quittait l'IME, elle arrive à la maison, elle me frappait, parce que tout ce qu'elle avait emmagasiné comme colère, comme frustration, comme violence, comme maltraitance, parce qu'il y a plusieurs formes de maltraitance. Il y a la maltraitance par défaut, c'est la maltraitance de ne pas leur donner des activités intellectuelles. Vous voyez? Et imaginez, vous avez un enfant tout à fait normal, vous le mettez en CP, et l'instituteur refuse de lui apprendre à écrire, à lire, tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner en rond, il va régresser. Et bien là, c'est pareil. En institut, si on ne leur donne pas vraiment matière à faire travailler leur matière grise, ils régressent. Comme ils s'ennuient, ils se tapent entre eux. Et puis ils copient tout ce qu'il ne faut pas. Ma fille, elle copiait absolument tous les handicapés, tout ce qu'il fallait pas. Donc elle revenait à la maison, elle avait encore plus de handicap que quand elle était partie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le vécu d'une maman d'enfant autiste. Ça a duré quand même longtemps, parce qu'elle y est restée jusqu'en 2012. Vous voyez? À chaque fois que je demandais à ce qu'on la change de classe, c'était non. Avec les avis médicaux, on ne regardait pas ça, c'était non. Et il a fallu l'aide politique, l'aide de Mme Barèche qui m'a aidée. Madame le maire de Montauban, et aussi de M. Max Courage-Lang, que je remercie beaucoup du conseil départemental. Voilà, je trouvais plus le mot, et c'est grâce à lui, parce qu'il a téléphoné à la MDPH, bloqué ma fille, qui voulait absolument pas que je retire ma fille. J'ai rencontré le docteur Sfer qui disait hors de question, même si elle a des mentions comme ça, si vous l'enlevez de cet institut, on vous coupe vos allocations, on vous fait ceci, on vous fait cela, 3 fois comme ça, malgré les avis médicaux. Et ben c'est insupportable en tant que maman de vivre ça. Et grâce à ces 2 personnes, Mme Barège et M. Courage-Lang, elle a enfin pu être retirée et j'ai eu le droit de la garder à la maison. Et depuis 3 ans, elle est à la maison avec moi. Elle se guérit émotionnellement. Ça veut dire qu'elle est passée de 6 crises d'épilepsie par semaine à peut-être 1 ou 2 de temps en temps parce qu'elle fait un cauchemar ou parce qu'elle est photosensible, elle se prend le soleil dans les yeux, vous voyez. Mais bon, ça n'a rien à voir avec avant. Elle tape plus, elle défonce plus les portes. Avant, j'avais toutes les portes défoncées, les fenêtres, j'ai changé 8 fois mes pare-brises, à coups de pied, à coups de tête, c'était affreux. Je suis allée X fois chez le kiné, elle me démontait à l'hôpital, une fois en revenant de Lourdes, parce qu'on essaie tout ce qu'on peut. En revenant de Lourdes, elle m'attaque en voiture avec un petit clavier sur le. Voilà, elle m'arrache les cheveux. Il l'avait rendue complètement dingue, mais dingue, complètement folle, de la laisser en psychiatrie, parce que c'était pas sa place.
Alors peut-être qu'il y a des enfants qui ont leur place en psychiatrie qui sont très très bien, mais la mienne, ça a été une catastrophe. Depuis qu'elle n'y est plus, eh ben, ça va mieux. Donc je suis contente de le dire et de témoigner. Et s'il y a des parents autistes qui ont vécu ça, surtout qu'ils prennent les devants et qu'ils les enlèvent, parce que c'est pas normal. En plus, en psychiatrie, il faut vous dire, c'est quand même des institutions où l'enfant rapporte beaucoup d'argent, 5 000 € par mois et par enfant. Donc moi, je pense que franchement, on pourrait leur donner autre chose que voilà, ce vide comme ça. On pourrait se former à des méthodes qui existent depuis 50 ans partout dans le monde. La méthode ABA, je vous en parlais tout à l'heure. Maintenant, si vous voulez, ça c'est une méthode cognitive et comportementale, c'est axé sur la répétition et sur la récompense. Alors ça marche depuis 50 ans. Imaginez que quand on l'utilise dès l'âge de 6 ans, à raison de 6 heures par jour, 5 jours par semaine, et pendant 3 ans, il y a 47% des autistes qui intègrent un cycle normal à l'école. Si on l'utilise avant les 4 ans de l'enfant, la récupération est complète entre 42 et 70% des autistes. Le système neurobiologique du cerveau est réactivé. Donc Francis Perrin, vous le connaissez, l'a fait pour son fils Louis. Il a dépensé 6 000 € par mois pour le faire, parce que c'est hors de prix. Moi, je n'avais pu le faire, je n'avais pas les moyens. Mais grâce à l'argent, eh bien, ça a marché. Et ça, on l'utilise partout aux USA, au Canada, en Belgique, en Australie, en Afrique du Sud. Alors, c'est pas pour tous les cas d'autisme, parce que c'est quelque chose de quand même très contraignant, 6 heures par jour à faire des exercices de répétition. Il y a des enfants qui sont très fatigables, qui ne supporteront pas cette méthode, mais qui vont peut-être supporter la méthode 3I, qui est une méthode de jeu. Alors, vous avez un intervenant qui vient toutes les heures et demie, chez vous, gratuitement, et qui vient faire des exercices à l'enfant, le stimuler. Et il y a plein d'enfants qui, d'un coup, eh bien, se sortent de leur carapace, de leur mutisme, et parce qu'ils se sont aimés, ils se sont considérés. En France, on vous dit, bah, écoutez, la méthode ABA, elle existe à Paris, dans une école. Moi, j'ai fait vraiment une guerre sans fin à l'IME Montauban, là où était ma fille, pour qu'ils l'utilisent. Heureusement, au bout de 7-8 ans, j'avais tous les papiers, tout ce qu'il fallait pour que les dates de formation, tout ça, c'était mon métier quand même à la base. Ils l'ont fait, donc il y a quand même des éducateurs qui se sont formés à la méthode ABA. Ils l'utilisent un petit peu, mais ma fille, elle n'a jamais eu droit à ça. Alors ça profite aux autres enfants, donc je me dis au moins ça, j'ai pas fait ça pour rien. Bon, après j'ai été décorée ce fois au Sénat, je vous le dirai après partout, pour le combat que j'ai fait au niveau de la France, pour qu'enfin ces enfants-là soient considérés, soient aimés et soient éduqués surtout. Voilà. Alors, la médiumnité, je m'en sers aussi. Voilà comment je m'en sers. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Quand on me donne le nom et le prénom de quelqu'un, je me connecte. Alors, les 20% du cerveau qu'on utilise habituellement, là, c'est dépassé. On utilise 100% de son cerveau quand on est médium. Vous voyez, c'est ce qui peut intéresser la médecine. La médecine, elle ne sait pas dire pourquoi on n'utilise que 20% du cerveau. Parce qu'on n'utilise pas toute la partie médiumnique. Que si on a un travail, on peut aller jusque-là. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de savoir ça, surtout quand on est dans une ère de spiritualité. Donc, et moi, quand je soigne, donc, comme je l'ai dit, je vais soigner par écriture automatique. Et ce qu'il faut savoir, de mon expérience, puisque je l'ai vécu personnellement, c'est que ce sont les enfants qui vous choisissent. Quand on est les enfants qui s'incarnent dans votre ventre, vous choisissent en tant que maman. Ils savent exactement qui vous êtes et pourquoi ils vous choisissent. Moi, ma fille, elle m'a choisi pour que je l'aide, parce qu'elle savait qu'elle avait ce parcours-là d'enfant autiste. Elle m'a choisi, voilà, c'était clair, ça m'a été dit, par la source, par voilà, la matrice, là-haut, on l'appelle Dieu, on l'appelle comme on veut, et par elle-même. Après, ce GPS qui est là-haut, qui est énorme et tout ça, il va me donner, par exemple, les vies antérieures de la personne. Toutes ces vies antérieures. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, par exemple, dans le cas de l'autisme, l'enfant, il arrive, il est déjà autiste quand il arrive. Vous voyez, il ne le devient pas, sauf si on le détecte trop tard. Mais l'enfant arrive autiste. Donc ça veut dire que ce trouble, il existe déjà avant. Alors ça peut être un choc qui a eu dans le ventre de la maman, donc dans ces cas-là, on va me le dire par écriture automatique. Ou ça peut être des chocs dans la vie antérieure, ou dans plusieurs vies antérieures. Et ce qu'on m'a dit aussi, et c'est pour ça que je voulais le transmettre aujourd'hui, c'est qu'à travers son chemin de vie, cet enfant autiste, il vient pour purifier aussi tout le schéma transgénérationnel sur 7 générations. Alors imaginez-vous si je vous dis, est-ce que vous connaissez votre schéma transgénérationnel? Vous allez me dire, bon, je connais mes parents, mes grands-parents, arrière-grands-parents, peut-être. Au-dessus, pas sûr.
C'est vrai, à moins d'avoir fait des études, d'avoir un arbre généalogique, tout ça. Qui connaît vraiment les 7 générations au-dessus de soi? Pas grand monde. Voilà. Et bien, par écriture automatique, on va me donner toute la liste de tout ce qui s'est passé. Et pourquoi ça s'est passé? Quelle souffrance ça a engendré dans la famille? Et pourquoi cet enfant qui arrive en bout de course, c'est la boucle finale en fait des 7 générations, pourquoi il a accepté de porter, si vous voulez, toutes les souffrances, tous les malheurs, toute la noirceur, tout ce qui a pu vivre toute cette famille, pour l'en libérer en fait. Vraiment, ce sont des êtres d'une beauté exceptionnelle. Et il ne faut surtout pas les juger. Quand vous voyez un enfant avec des stéréotypies, qui va faire comme ça, du flapping, on appelle ça, qui va se taper la tête, qui va se rouler par terre, crier, taper, tout ça, évidemment, la première réaction, c'est mais il est fou, il est timbré, tout ça. Mais cet enfant-là, sans le savoir, si vous, enfin, vous le savez, mais il est en train de purifier tout un karma de famille. Alors, ces familles que des fois on montre du doigt, parce que être maman d'enfant autiste ou pas, c'est pas toujours si facile. Il y a des gens bienveillants qui vont vous dire c'est formidable, votre petite fille elle est adorable, et vous êtes une maman exceptionnelle, voilà, tout est parfait, tout ça. Mais il y en a d'autres. Je vais vous dire, quand ils font une crise dans un supermarché, ils vont vous dire mais c'est quoi ce truc-là? Vous ne pouviez pas l'élever correctement, vous voyez, par exemple, vous prenez des réflexions comme ça. Ou du style aussi, oh, c'est le bon Dieu qui vous a puni, vous avez pu faire quelque chose de terrible pour avoir un enfant comme ça. On ne se prend pas que des gentillesses. Et en fait, cet enfant-là, eh bien, il est juste là, justement, pour nettoyer, pour purifier. C'est le cas de beaucoup de handicapés, pas seulement les autistes. Mais les autistes, ils ont une particularité, et ça va être transmis en écriture automatique. C'est que on est en 2016 aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'avant nous, il y a eu 2 guerres mondiales. Et il y a eu des choses dramatiques. Il y a eu Auschwitz, il y a eu des déportations, il y a eu des gens qui ont été torturés, qui ont été massacrés. On va faire l'histoire, on le sait, on l'a vu à la télévision, on a vu des films et des documentaires sans arrêt là-dessus. Et parmi les gens de ces familles d'autistes, il y a des gens qui ont fait Auschwitz, qui ont été déportés. Alors ce qui va générer et expliquer les différences entre les autismes, parce qu'on parle d'autisme léger, d'autisme moyen, d'autisme profond, d'autisme très profond, c'est le taux de souffrance qu'a vécu l'âme dans ses vies antérieures. Cette âme elle-même et sa famille. Vous voyez, plus il y a eu de choses terribles, plus l'autisme va être profond. Plus ça va être difficile à enlever aussi. Il va falloir avoir la lecture de tout ce qui s'est passé dans le schéma transgénérationnel et dans la vie de cette âme. C'est pas des petits autismes là. C'est pas par exemple comme l'autisme qu'on peut soigner simplement en mettant un régime sans gluten ou sans caséine ou sans lactose. Ça marche très très bien ça. Les médecins en ce moment ils font plein de choses pour changer l'alimentation des enfants autistes et ils voient que vraiment ça fait des petits miracles. Il y a des autistes qui sortent de leur pathologie simplement avec la nourriture, un régime adapté. Mais ça, c'est pas des cas d'autisme profond. Vous voyez? Si ça marche, en fait, ce qu'il faut faire quand on a un enfant autiste, il faut tout essayer. Il faut essayer les méthodes éducatives. Vous voyez? Il y en a plein. Il y a la méthode ABEA, il y a la méthode 3I, il y a la méthode PEX. Il y a plein de méthodes comme ça. Il faut essayer l'école, parce que l'école, vous avez aussi les CLIS et les ULIS, avec des auxiliaires de vie, où on peut prendre votre enfant. Après, il faut faire tout un tas d'examens. Je vais vous dire le nombre d'examens qu'on fait quand on est parent d'enfants autistes. Parce que ça vient vraiment de troubles très profonds et ça peut être aussi biologique. Alors, quand on est parent d'enfants autistes, on leur fait d'abord un bilan auditif pour éliminer la surdité éventuelle. Parce qu'ils ne répondent pas souvent aux simulations. On leur fait un bilan avec un psychologue et des tests du type ADI, R, ADO et CARS. Bon, ça peut être technique. On leur fait un bilan orthophonique pour évaluer le retard de langage. On leur fait un bilan psychomoteur. On leur fait un bilan neurologique en cas d'épilepsie. On peut leur faire un IRM si c'est nécessaire. Des électroencéphalogrammes à répétition. Des électrocardiogrammes, des EEG du sommeil aussi. Une enquête génétique pour dépister certaines affections qui pourraient expliquer les TED. Les TED, c'est les troubles du développement. Et dans chaque région, il y a des centres ressources autisme. Donc au CERESA à Toulouse, où on leur fait passer 3 jours d'évaluation, d'entretien, pour voir le degré d'autisme qu'ils ont. Alors, les différents diagnostics de l'autisme, vous avez l'autisme infantile, là ce sont les troubles du contact affectif
de la parole, de la communication et des troubles du comportement. Vous avez aussi les autistes Asperger, vous avez entendu parler de ça? Vous avez vu le film Rayman par exemple? Oui, voilà. Donc ce sont les génies quelque part. Hein. Bon, c'est pas la majorité malheureusement. Mais ce sont des êtres par exemple qui, comme dans le film, hein, il fait tomber une boîte d'allumettes, tac, il sait exactement combien d'allumettes qui sont tombées. Incroyable. On leur donne un bouton téléphonique, ils le lisent une fois, ils connaissent tous les noms, tous les numéros. Enfin je veux dire, c'est des ordinateurs. Récemment à New York par exemple, on a mis un autiste dans un avion, on lui a fait survoler New York, il a été capable, une fois qu'il est revenu, une fois qu'il a quitté l'avion, on lui a donné une feuille de papier, il a dessiné à l'échelle carrément tous les blocs de la ville de New York. À l'échelle. C'est des génies quoi. Mais paradoxalement, moi je l'ai vécu personnellement ça. Je l'ai vécu personnellement au Japon, j'avais exposé au Japon, je vous expliquerai ce que je fais à l'étranger de temps en temps aussi. C'était une expo de peinture. Et parmi nous, il y avait une peintre qui était chercheur au CNRS. Et cette femme, très brillante, très érudite, nous tenait plein de discours comme ça, on était fascinés, c'était génial et tout. Et à chaque fois qu'il fallait faire un truc ordinaire, traverser une rue, aller au restaurant, tout ça, et c'était un calvaire, quoi. Elle s'engueulait avec tout le monde. Et elle s'est dit, c'est pas possible, c'est quoi cette dichotomie là, entre fille intelligente et puis. Et moi, je m'intimidais, voilà. Je me suis dit, elle est autiste Asperger. Et je suis allée voir le médecin qui était là pour nous encadrer, qui comprenait absolument rien de l'autisme. C'est quoi? Et je lui dis, elle est autiste Asperger. Mais c'est ça qui est fou, quoi. Vous en connaissez personnellement, peut-être? Oui. C'est incroyable, quoi. Alors, quand on est autiste infantile avec différents paliers ou autiste Asperger, on est un petit peu orienté vers des choses différentes. Mais quand on est ni l'un ni l'autre, on dit qu'on est autiste atypique. Et là, on vous envoie avec tout le monde. Et là, c'est comme on peut, quoi. Si on tombe dans une bonne section, en hôpital de jour, il y en a qui sont contents. Il y a des parents, certains parents qui sont contents. Alors, il faut modifier aussi, il faut moduler. Hein. Ils sont contents parce que leurs enfants sont placés. Parce qu'en tant que parent, ce qui est terrible, c'est qu'après les 6 ans de l'enfant, s'il a de la chance, s'il tombe, parce que c'est la loterie, c'est ça qui est terrible, c'est la loterie. Si on tombe sur une bonne maîtresse d'école, une bonne directrice d'école, quelqu'un à la DPH qui est adorable, qui aime les enfants, une inspectrice d'académie qui va être du côté de l'éducation, on va lui dire, vous allez en lycée en liste. Et là, il sera bien recadré. Si on n'a pas de chance, on va être en psychiatrie. Alors en psychiatrie, c'est pas que noir non plus. Il y a des enfants, par exemple, qui ont quand même le droit d'aller à l'école. Ils ont une toute petite partie d'école. Mais ma fille, moi, elle avait le droit à une demi-heure par semaine. Vous voyez? Et moi, je connais des enfants personnellement qui ont pas de... Ils ont un tout petit peu de trouble du comportement, mais ils savent parler, lire, écrire, compter. Et ils n'ont pas le droit d'aller à l'école plus d'1 heure par semaine. Vous voyez? Donc, il faut quand même que ça évolue, ça, pour leur donner leur chance. Vous êtes à l'aise? C'est interdit de refuser. C'est interdit de refuser depuis la fin de ce moment. Voilà. Mais ça, c'est sûr. Voilà. Donc, ça dépend de la directrice, ça dépend. Ça dépend de la directrice, ça dépend d'une personne. On tombe bien ou pas bien. Voilà. Alors, les affections qui sont souvent associées à l'autisme. Vous avez le syndrome de Rett. C'est une maladie génétique qui concerne la substance grise du cerveau et ça concerne principalement les filles. Après, vous avez le syndrome de l'X fragile, c'est appelé syndrome de Marfan-Bell. C'est une autre maladie génétique dont le gène est la cause d'un retard mental. Mais ça, c'est uniquement les garçons. On le détecte avec une prise de sang. Vous avez le syndrome de Phelan-McDermid. C'est un trouble du chromosome 22. Vous avez l'épilepsie, qui peut être un point génétique commun avec l'autisme. Il y a beaucoup d'autistes parce qu'ils sont hypersensibles et parce que les synapses, qui sont les connexions entre les neurones, sont mal positionnées, qui peuvent faire des crises d'épilepsie, et aussi parce que avec le soleil, ils sont photosensibles, ils sont hypersensibles. Sur les fâches trop aussi, vous voyez tout ça. Donc voilà, il faut qu'ils soient dans des ambiances calmes, quand ils sont avec des gens qui s'agitent ou qui se tapent, tout ça, ça peut vraiment leur causer des crises d'épilepsie. Après, il y a les troubles du sommeil, les cauchemars, les apnées, les angoisses, les peurs. Ça, il y a beaucoup d'enfants autistes qui vivent ça au quotidien. Il y a les troubles du déficit d'attention, l'hyperactivité, le papillonnage, la dispersion, s'enfermer dans sa bulle, être fatigué, vous voyez. Il y a des retards mentaux aussi, donc il y a des enfants qui ne savent ni parler, ni lire, ni écrire, même à 20 ans. Il y a la maladie de Crohn aussi, inflammation des intestins, du côlon et des diarrhées. Et justement, en ce moment, et depuis quelques années, on travaille beaucoup sur le deuxième cerveau.
On appelle ça le deuxième cerveau, l'intestin. Parce que quand ce deuxième cerveau, c'est-à-dire que la flore intestinale est défaillante, quand il y a un manque de vitamines, de choses comme ça dans le corps, le deuxième cerveau qui est le ventre peut se retourner contre le cerveau. Et là, c'est vraiment catastrophique. Donc il faut travailler aussi là-dessus et sur les émotions, parce que le troisième chakra, qui est le chakra du ventre, au niveau du nombril, c'est le siège des émotions. Ça peut être aussi l'autisme associé à la dyslexie, à l'écholalie, c'est la répétition comme des perroquets, des babillements, comme ils font tout le temps. Aussi des petits gestes, du flapping, quand ils font comme ça, quand ils sont contents, comme ça, de façon répétitive, ou alors des rires hystériques d'un coup. Tout ça, ça fait partie de l'autisme. Des troubles obsessionnels compulsifs, ça c'est peut-être ce qui est le plus difficile à vivre pour les parents. Parce que quand ils ont une obsession, ma fille par exemple, si elle a l'obsession de rentrer dans un ascenseur par exemple, et que c'est comme ça, elle va vous pousser à taper tout le monde pour aller dans l'ascenseur, pour rentrer dans une voiture ou un camion. Ils sont comme ça, ils sont impulsifs. Ils n'ont pas d'écran de filtrage de vous allez vous retenir, vous voyez, mais eux non, pas du tout. Ils vont à la fond, ils sont vraiment comme ça. Après, il y a des troubles alimentaires, il y a beaucoup d'anxiété et beaucoup de dépression aussi. Voilà, alors, on va continuer avec, en disant simplement, je ne sais pas quelle année, on a encore le temps là. Parce qu'ils ont coupé une petite demi-heure. Donc, l'origine de l'autisme, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, elle serait plutôt génétique, avec à 50%. Et c'est pour ça qu'il y a une grande complexité. Et ça serait dû aussi à des pollutions de l'environnement. Donc, on est en train de faire des études sur le climat, sur la pollution, sur les produits chimiques. Alors, on utilise aussi beaucoup l'observation. Est-ce que vous avez entendu parler des chemtrails? Quand vous regardez le ciel, vous avez les traces faites par les avions. Mais les traces faites par les avions, elles s'effacent au bout de quelques minutes. Sauf qu'il y a des grands trucs très blancs dans le ciel. Vous n'avez pas vu ça? C'est des traînées chimiques. Et on est en train d'étudier ça. Et on se demande pas, on est même sûr, que ça peut être la cause de beaucoup d'autisme. Parce que les autistes, ils sont là pour nous montrer quelque chose. Ils sont revenus sur Terre pour nous dire attention, vous avez quelque chose à comprendre. Vous êtes en train de détruire votre planète. Vous êtes en train de polluer vos sols, de polluer votre nourriture. Vous êtes en train de penser négatif, de vous entretuer les uns les autres. Vous êtes en train de nous intoxiquer. Donc c'est pour ça qu'ils sont tellement sensibles à la nourriture, tellement sensibles aux énergies. Ils sont en train de nous dire attention, si vous voulez que votre humanité continue à vivre, parce qu'il y a eu un congrès à Paris là, dernièrement, sortir de l'autisme avec des grands spécialistes. Eh bien, ils ont dit attention parce qu'au rythme où ça va, si ça continue comme ça, avant 30 ans, il n'y aura plus d'humanité. Déjà, il y avait un enfant sur 5000 qui était autiste autrefois. Après, c'est passé à un enfant sur 2000. Ensuite, on est passé à un enfant sur 150. Aujourd'hui, on en est à un enfant sur 68 en France. Un enfant sur 68 est autiste. En Corée du Sud et du Nord, un enfant sur 38 est autiste. On les détecte pas, mais peut-être. Voilà, c'est multifactoriel aussi. Et puis on n'était pas très avancé. Et on me redit à chaque fois que j'ai la chance de soigner quelqu'un, moi, pareil, on va me donner, comme je vous disais, toute la liste de ce qui ne va pas chez la personne. Et chez les autistes, on revient beaucoup à ce qui s'est passé pendant la guerre, aux souffrances. On revient beaucoup à Auschwitz, on revient beaucoup à tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai pu soigner une dizaine d'autistes. Alors, ils avaient tous des pathologies différentes, avec des niveaux d'autisme différents. Il y en a, c'était facile, parce que c'était juste au niveau de l'alimentation et du ventre. Et puis, d'autres petits trucs au cerveau, mais c'était pas méchant. C'était des troubles du comportement. Et d'autres, c'était vraiment des troubles transgénérationnels. Des choses qu'on trouvait dans le schéma où il y avait, par exemple, à la 7e génération, il y avait eu des gens torturés, à la 5e génération, on avait retrouvé la même chose. Et l'enfant, lui, il récupérait tout ce paquet de souffrance. Et là, alors, en tant que médium, on dit, voilà, tu vas nettoyer ça, ça, ça et ça. Et les résultats, ils sont vraiment géniaux, quoi. Si je ne peux pas dire autrement, sur le site internet, sunbird-diamant.com, il y a 390 témoignages de guérison. C'est les gens eux-mêmes qui témoignent et qui écrivent. Vous voyez, et au niveau de l'autisme aussi. Voilà. En Angleterre, un enfant sur 64 est
passé, les autistes, qui ont un parcours très difficile sur Terre, leurs parents aussi. Et c'est un parcours spirituel merveilleux. C'est ouvrons notre cœur à ces enfants, offrons-leur des structures adaptées, aimons-les, respectons-les, parce qu'ils nous montrent l'amour, ils nous montrent la voie aussi, ils nous montrent d'assainir notre planète, notre alimentation, et surtout notre façon de penser. Vous savez, Hippocrate, à l'époque, il disait qu'il y a deux façons de se guérir, par la nature, et nous, on a pollué notre nature, et par nos pensées positives, parce que la pensée négative amène la maladie. On dit le mal a dit la maladie, vous voyez. Donc, pensée positive, ne jamais souhaiter le mal aux autres, parce que combien de fois j'ai vu aussi dans des séances des karmas qui étaient vraiment très pollués parce qu'il y avait des magies, des sorts qui avaient été jetés. Parce que les gens, il y a des gens adorables sur Terre, mais il y a des gens aussi qui pensent à nuire. On fait de la magie noire, on fait des incantations négatives sur quelqu'un, sur une famille, sur quelqu'un, sur quelques autres. Donc il faut absolument nettoyer tout ça, ça fait partie aussi de tout ça. Donc si je résume, quand on est médium, comme je le suis, et quand on reçoit quelqu'un à soigner, que ce soit un autiste ou quelqu'un d'autre, on va d'abord travailler sur ses vies antérieures, sur son chemin de vie, sur son chemin transgénérationnel, sur cette génération, sur les chocs et les traumatismes qu'il y a eu dans le ventre de la maman, s'il y en a eu, sur les problèmes à la naissance. Vous voyez comment s'est passé l'accouchement? Est-ce qu'il y a eu césarienne? Est-ce qu'il y a eu souffrance fétale? Est-ce qu'il y a des allergies alimentaires? Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec les vaccins ou pas? L'historique de la personne. Donc, on va faire son historique de 0 à 5 ans, de 5 ans à 10 ans, de 10 ans à 15 ans. À chaque fois, on va noter tous les chocs karmiques, émotionnels, physiques, les maladies, les problèmes, tout ce que cette personne a vécu. Vous voyez. Après, il y a tous les parasitages. Parasitage, on entend par parasitage les entités. Vous comprenez ce que c'est? Les magies, les mauvais sorts, les lieux toxiques, tout ça, il faut l'enlever aussi. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on nettoie tout. Voilà, on a quand même des résultats. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois c'est miraculeux, mais lisez encore une fois les témoignages, ça vaut le coup d'essayer. De toute façon, moi, les gens que je récupère, c'est toujours des gens qui ont tout essayé, toutes les techniques, tout ce qu'on peut imaginer. Si ça a marché un petit peu, ils sont bien contents. Si ça n'a pas marché, ils viennent me voir. Et avec les dons que j'ai reçus, voilà, je suis contente de les partager et d'aider. Donc, les soins sont gratuits pour les autistes. Vous pouvez le dire autour de vous, si vous avez des familles autour de vous, parce que s'il y a un enfant sur 68 qui est autiste en France, forcément vous en connaissez une famille. Ou un petit garçon qui est à l'école, voilà. Donc vous pouvez lui dire de venir faire un soin. Il faut un seul soin chez moi, à Grisol, et ce sera gratuit. Voilà, pour eux, en tout cas. Voilà, donc à travers l'association Diamant que j'ai créée en 2003, donc je soutiens les autistes au niveau national. Donc ça a quand même porté ses fruits, puisque 3 millions d'autistes depuis. On en a parlé chaque année à la télévision. Donc chaque année, le 2 avril, à la télé, vous avez une journée consacrée à l'autisme. On ne voit pas trop les résultats, mais là, oui. Et on vous met toujours les 2 mêmes films où on vous montre la méthode ABA, tout ça. Et chaque année, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah oui, il faudrait qu'on le mette en place. » Mais ça fait 25 ans que ça dure. Donc moi, j'attends qu'il y ait des écoles ABA. Là, je me dirais « Tiens, enfin, ils ont bougé le gouvernement. » Voilà, il faudrait quand même qu'ils mettent de l'argent là-dedans parce que ces enfants-là le méritent vraiment. Et ce qui est fabuleux avec le don que j'ai reçu, c'est que j'ai pas, par exemple, comme les scientifiques, à procéder par élimination pour trouver la cause. On me la donne directement par écriture automatique. Donc ça aide aussi les scientifiques. Moi je leur dis, tiens, ok, il a ça, ça et ça au niveau de son corps physique, au niveau peut-être au niveau psychologique, mais aussi une entité, mais aussi il y a un problème dans le schéma transgénérationnel, mais aussi il y a eu ça, par exemple, pendant les 2 guerres, il y a eu des morts, il y a tout ça, il faut l'enlever. Donc on travaille mieux tous ensemble. Ensemble. Moi, je dis que l'avenir de la médecine, c'est la médecine spirituelle. Et ils sont en train de basculer là-dedans. Et il faut vraiment faire ça. Donc, pour finir, je dirais simplement qu'un autiste, ou un handicapé, quel qu'il soit, il est là pour nettoyer, pour assainir, pour purifier un karma, un schéma transgénérationnel. Donc il faut l'aider, il faut vraiment l'aider à tous les niveaux, l'aimer. Et l'aide divine est là, les maîtres de lumière aussi, les gens aussi comme vous. Peut-être le regarder autrement maintenant que vous savez. On dit aussi qu'il y a des poisons sur notre planète, des pensées négatives, les guerres, tout ça, mais aussi les produits toxiques, chimiques. Donc c'est à nous de dire stop aussi, et puis de s'alimenter différemment, de prendre des produits plus bio peut-être, et puis d'essayer de sauver
sauver notre monde pour qu'il puisse continuer à fonctionner normalement. Voilà. Alors, en parallèle de mon métier de médium et de magnétiseuse, je suis artiste peintre, donc j'expose partout dans le monde. Là, en ce moment, on a des toiles à Miami et à New York sur l'autisme, et puis au Grand Palais à Paris. J'ai aussi écrit une comédie musicale, je suis chanteuse et je suis auteur, compositeur. Donc, vous avez les CD qui sont là. Alors, le CD, il s'appelle Le baiser de l'ange. Voilà, parce que à chaque fois que je fais un soin, c'est sans écho ce que je dis parce que ça m'est donné. Moi, je suis canal, c'est-à-dire je transmets ce qu'on me donne de là-haut. Donc, c'est quelque chose, une puissance supérieure, et j'en fais profiter tout le monde autour. Et quand j'ai écrit cette comédie musicale, j'ai enregistré 3 albums. Et c'est vrai que les gens me disent à chaque fois qu'on écoute votre voix, on écoute les thèmes des chansons, tout ça, ça nous soigne en même temps. Voilà, ils le témoignent par écrit sur le site. J'ai une voix qui soigne aussi. Voilà. Donc quand les gens rentrent à la maison, sont fatigués, on va quelque part, ils mettent la chanson par exemple Le baiser de l'ange, qui est là, et ça part. Voilà, magique. Voilà, si vous pouvez en profiter, ils sont pas chers, ils sont à 10 €. C'est reversé à l'association Diamant. De toute façon, tout est reversé à l'association Diamant. Tout ce que je fais, les soins énergétiques. C'est 75 € une séance de soins quand on vient qu'une fois. Vous avez des thérapeutes, il faut venir 10 fois, moi on vient une fois, ça peut-être une deuxième fois si on a envie de contrôler. Voilà, juste pour moi, pour contrôler si tout a bien fonctionné. Si on veut revenir chez moi, c'est parce qu'on veut travailler sur soi, faire du développement personnel. Mais tout cet argent, il va être reversé à l'association Diamant pour faire des spectacles une fois par an. Donc une fois par an, eh bien, je fais un spectacle avec plein d'artistes. Vous pouvez aller sur mon site. Vous verrez tous les artistes qui ont participé, des artistes connus. Et voilà, c'est une fête que je fais chanter les autistes avec moi sur scène. Ils sont derrière moi, ils chantent, ils dansent, et c'est vraiment pour les mettre au milieu des autres. J'ai aussi créé des ateliers, il y a 12 ateliers, vous avez la liste ici. Et le but, c'est de mettre tous ces enfants autistes au milieu des autres, ne plus les exclure. Moi, je ne veux pas d'ateliers où il n'y ait que des autistes. Je veux des ateliers où il y a des gens comme vous et moi, et des autistes aussi. Mais quand on commence l'atelier, on ne se présente pas en disant moi je m'appelle Marie, je suis autiste, moi je m'appelle Sylvia, je suis. Non. On dit voilà, on donne son prénom, on travaille tous ensemble. On fait un atelier par exemple, il y en a 12, je vais vous le lire. Il y a des ateliers d'anglais, de mandala, d'art-thérapie, de maths français pour ceux qui ont des choses à rattraper, avec la méthode Montessori. Vous avez la relaxation, un petit peu de méthode Avena. La rigolothérapie, c'est le yoga venir. Il y a de la samba, des percussions, la gestion du stress et des conflits, prise de parole en public, très important pour tout le monde, quand vous devez prendre la parole en public. Il y a des ateliers de magie, mais ce n'est pas des spectacles. On vous apprend à faire vous-même des tours de magie pour faire travailler la mémoire et les mains. Et puis un atelier cuisine pour évoluer tous ensemble. Et tous ces enfants autistes, ils sont au milieu des autres, comme ça. Donc dans un groupe de 10 ou 12 par exemple, vous allez avoir un papier, une mamie, un chômeur, une autre amie, des PDG, des gens comme vous et moi, et puis un ou 2 autistes, ou quelqu'un sur fauteuil volant, et tous ensemble, on travaille tous ensemble. Voilà. Si ça vous plaît, ce concept, c'est à Toulouse, et c'est aussi, ça peut être aussi à Montauban, je peux monter une session à Montauban, et à Grisonne. Voilà. Je vous laisse aussi ma feuille de magnétiseuse médium, si vous avez besoin de soins. Je suis à Grisonne, je travaille sur place et à distance. Voilà. Je vous remercie.